Bonjour à tous, bienvenue dans la brasserie du mardi sur lematin.ch. Aujourd'hui au programme, c'est rouge, c'est blanc et ça ne monte pas au classement. Vous avez bien deviné, on va parler du Lausanne Hockey Club et on va parler du FC Sion. Pour ce faire, deux Valaisans, Jérôme Reynard qui nous parlera des imbroglios avec Barberio et Grunborg notamment, et aussi Justin Gray de Rhône FM avec qui on évoquera le début du mandat de Paolo Tramezzani. En deuxième partie de ce podcast, on va parler de Yverdon Sport qui a battu le leader la semaine passée et qui remonte gentiment dans un classement de Challenge League extraordinairement serré. Pour terminer, on va joindre Jérémy Santalo pour parler basket suisse et de l'équipe de Suisse qui pointe à l'horizon. Merci, bonne écoute, bonne brasserie. Je suis avec Justin Gray pour parler une fois des pas coutumes dans ce podcast du FC Sion. Un FC Sion qui a perdu encore à la maison, mais je sais pas, dis-moi si je me trompe, Justin. J'ai l'impression que le feu est un peu éteint. Le feu est un peu éteint. En tout cas, le FC Sion l'a éteint en deuxième mi-temps samedi à Tourbillon. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Après une première mi-temps poussive, les 45 dernières ont été plus séduisantes. Et du coup, ça donne du crédit au travail effectué par Tramezzani parce qu'il a quand même eu la pause internationale où, à mon avis, il a essayé de mettre en place son 3-5-2 et il a assez vite compris que ce serait compliqué, notamment avec un Yann Bamert qui revenait à la compétition et que c'était peut-être un peu trop technique, entre guillemets, pour une reprise. Il n'avait plus été titularisé depuis avril en championnat. Il avait fait une apparition à Bubendorf en coupe, mais pas assez pour avoir le rythme. Et puis, on sait aussi que Yann Bamert, c'est un joueur qui a besoin de confiance et d'être vraiment en osmose avec son coach. Ça a toujours été le cas quand c'était Paolo Tramezzani sur le banc sédunois. Mais là, c'était peut-être un peu ambitieux de commencer avec une défense à 3 composée notamment de Yann Bamert qui était sur le retour et ça s'est mieux passé après la pause. Il y a toujours ce petit problème devant, hein, finalement, parce que c'est dur de gagner un match sans marquer de but. Mine de rien, quand il te manque un grand réunionnais de 37 ans, tout est dépeuplé, hein. Ouais, alors clairement, clairement. Et on en a évidemment parlé de les émissions qu'on a faites sur ONFM après le match et nos spécialistes étaient assez tous d'accord pour dire que peut-être qu'avec Guillaume Haro, la session serait repartie en tout cas avec un point. On ne le saura jamais, mais la phrase a été dite et je crois que la question se pose vraiment et que derrière Guillaume Haro, pas uniquement pour le fait d'avoir Guillaume Haro et que c'est un nom qui claque sur une composition d'équipe, mais aussi pour l'approche qu'il a des matchs, pour l'expérience qu'il a, pour l'instinct de tueur vraiment qu'il a devant le but. Ça aurait pu être vraiment très bénéfique au FC Sion et on se réjouit qu'il revienne de blessure. On espère, il y a des rumeurs qui disent que peut-être il pourrait revenir avant la fin de l'année. C'est tout le mal que je souhaite au FC Sion et à son attaque. Bon, parlons un peu de ce Tramezzani retour, le retour de la vengeance. Est-ce que tu l'as trouvé changé? Est-ce que c'est toujours le même bonhomme qui avait une fois pas réussi, une fois réussi? Mais j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui s'est toujours bien entendu avec Christian Constantin, qu'il y a un feeling qui passe entre les deux. Oh, ça, c'est sûr certain qu'il y a un feeling entre les deux. Il l'a dit à l'envie hein, quand il a re-signé lors du début de son troisième passage, sa présentation devant la presse. Il l'a dit que j'ai reçu le coup de fil de Christophe Costotin. Enfin, c'était Cosentino, mais du FC Sion, donc comprenez de Christian Constantin. Il a dit je l'ai accepté parce que c'était le FC Sion. Sinon, j'aurais pas accepté d'autres clubs. Il est lié, intimement lié au FC Sion, à ce qui se passe en Valais et aussi son histoire, son échec lors du premier passage qui était aussi durant une période où personnellement il vivait des moments très difficiles et sa réussite finalement lors du deuxième passage où sa mission était de sauver le club sur la fin de championnat. Il avait réussi à la saison interrompue par le Covid, bah donne qu'il arrivait avec un goût d'inachevé et qu'il avait envie de montrer ce dont il était capable. Et changer, oui, en tout cas, de l'attitude, on le sent plus serein, plus enclin à parler de son équipe, plus enclin à partager. C'est en tout cas le sentiment que j'ai.
depuis son retour en Valais cette saison. Et c'est pas plus mal parce que, notamment lors du premier passage, mais il a des circonstances atténuantes, on le répète, il était très difficile d'accès et très difficile à travailler avec finalement parce que très renfermé sur lui-même. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression quand même que l'environnement du FC Sion depuis, mais plus longtemps que ça, depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est calmé. Alors on n'enlèvera jamais le Totomat et l'entraîneur, mais il y a moins de bouleversements de joueurs, il y a même des contrats qui sont reconduits. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est entré quand même dans les têtes en se disant ouais, écoute, on va essayer de tout changer tout le temps, ben, on va essayer quelque chose d'autre. Euh, Ouais, je comprends pourquoi tu as cette impression et je peux la partager en partie. Je pense que l'arrivée de Massimo Cosentino sur le plan administratif et de Gelson Fernandez sur le plan sportif donne un peu plus de structure aux actions du club sur les deux domaines précités. Après, reste quand même sur une saison où le FC Sion n'a jamais été aussi proche de la relégation. Il faut se rappeler quand même que s'il ne battait pas 4-0 Bâle lors de la dernière journée de championnat la saison dernière, et surtout si Zurich ne battait pas Vaduz, on parlerait aujourd'hui d'une équipe qui évoluerait en Challenge League, sans compter le barrage qui s'en est suivi. Si le FC Sion avait fait le job sur le match aller contre Thun, on a presque tremblé sur le match retour alors qu'il n'avait qu'à gérer. Après, il y a eu la reconduction de Balker, mais finalement, après, on s'en sépare pour engager Tramezzani. Peut-être que ça se fait dans un environnement plus serein, mais au final, le résultat est le même. On est au mois de novembre et le FC Sion a déjà utilisé 2 entraîneurs. Mais est-ce que c'est pas finalement un peu normal parce que le budget du FC Sion, même si Christian Constantin a des moyens, reste celui d'une équipe de bas de classement de Super League. Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter justement de vouloir faire croire à l'Europe ou à des titres comme ça, alors que sur le papier, il y a peut-être 5, 6, 7, 8 équipes qui ont plus de moyens. 8 équipes qui ont plus de moyens que le FC Sion en Super League. Je ne suis pas convaincu de ça. Je Je ne pense suis pas qu'on convaincu. Bon, il y aurait Bâle, IB, Zurich. oui. Euh, Serait en dessous. Lucerne, je pense qu'il y a match. Saint-Gall, il y a largement match. Ça ouais. joue peut-être avec Servette parce qu'ils ne roulent pas sur l'or non plus. Lausanne, on ne saura jamais. Ouais, alors oui, d'accord. Alors qu'il y a plus match, mais c'est une équipe qui pourrait et qui devrait finir, qui peut être top 4, qui peut finir 4e, 5e. Au niveau des budgets, c'est pas scandaleux. Et de voir peut-être une équipe comme Lugano être devant, ça peut paraître surprenant, par exemple. Ou je suis pas convaincu que le FC Sion ait si peu de moyens que ça, que peut-être c'est compliqué économiquement pour son président de manière plus large, ça c'est une certitude, mais comme ça l'est pour tout le monde, Covid ou pas d'ailleurs. Après, je ne suis pas convaincu que le FC Sion, avec les moyens financiers qui sont engagés, doit, comme c'est le cas depuis 4 saisons, lutter contre la relégation. Les clubs que tu as cités, Saint-Gall jouait le titre il n'y a pas si longtemps, littéralement face à IB et Bâle. Lucerne a gagné la coupe la saison passée. Servette, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est une équipe qui, sportivement, a toujours été dans le haut du tableau jusqu'à présent depuis son retour en Super League. Vraiment, il y a que Sion avec sa puissance financière qui, depuis 4 saisons, est abonné au bas de classement. Il n'y a pas une saison où ils ont surperformé, c'est clair. Non, en tout cas pas. En tout cas pas. Ça, c'est une certitude. Du coup, il y a ce match contre Saint-Gall là samedi qui peut vouloir dire beaucoup. Qui peut vouloir dire beaucoup et qui doit dire beaucoup parce que le FC Sion, malgré le fait qu'il ait perdu le week-end dernier, va quand même confirmer cette deuxième mi-temps, confirmer de manière aussi un peu plus générale que finalement Tramezzani peut faire quelque chose avec cette équipe. Et en allant gagner au Kibun Park, c'est une bonne manière de le faire face à un Saint-Gall qui est prenable, à mon avis. Lausanne l'a montré. Un Saint-Gall qui se cherche encore un peu. Il y a peut-être aussi une revanche à prendre
pour les Sédunois à Tourbillon parce que quand même 3 matchs consécutifs, 3 défaites. Les 3 matchs depuis que Paolo Tramezzani est revenu en Valais, il n'a pas encore pris un seul point à Tourbillon depuis son retour. Ça commence à faire. Et oui, les supporters qui sont enfin de retour au stade s'impatientent. Ça, c'est sûr. Justement, comment tu as vécu cet imbroglio, entre guillemets, avec les supporters, où il y a eu une petite mésentente à plusieurs niveaux politiques et tout, mais de retrouver le Gradin Nord, c'est de bonheur. Ouais, le Gradinor et aussi, on va le dire très clairement, hein, les supporters adverses qui donnent aussi de la voix, qui sont là. C'est ça le foot finalement. C'est évidemment pas des affrontements en marge du stade, en marge du match, pardon, entre les différents supporters des équipes, mais ça donne une ambiance que le Gradinor avec des tifos, évidemment, que tous les fans de football, supporters du FC Sion ou non, sont contents de les voir de retour. L'imbroglio, je pense que tu as choisi le bon mot parce que c'est un peu de la science-fiction ce qui s'est passé. C'était très Que malaisant. C'était, ouais, je veux bien croire que depuis Lausanne, vous avez trouvé ça drôle. Il y avait un côté rigolo, pour pas dire risible, parce que on s'est retrouvé dans une situation où finalement la personne qui demandait depuis des semaines, voire des mois, la levée d'une mesure était la seule personne qui pouvait la lever. Et est-ce qu'il y avait de la mauvaise foi? Est-ce qu'il y avait un jeu de communication là autour? On le saura probablement jamais, mais l'essentiel est qu'on soit passé à autre chose, que ce soit la fin de cette mesure qui faisait beaucoup trop parler pour l'impact réel qu'elle avait. Sans dire que c'est la bonne ou la mauvaise mesure, ce qui se passait autour de cette mesure et les conséquences qu'il y en avait, à mon avis, ne justifiaient pas sa tenue. Et pour l'instant, ça se passe bien dans les matchs du FC Sion, malgré le fait qu'il n'y ait plus de biais nominatifs. C'est moi où quasiment à chaque fois, les matchs à tourbillon, les parcages visiteurs sont incroyables avec des fumis de partout, une ambiance de dingue. J'ai l'impression que c'est toujours à tourbillon qu'il y a les plus beaux DEP qui sont faits parmi les fans en Suisse. Ouais, bah, je dois t'avouer que moi, les déplacements que je fais, c'est souvent les clubs sédunois qui le font parce que je suis principalement quand même le FC Sion, donc je suis peut-être pas la meilleure personne pour avoir un avis pertinent là-dessus. Mais ouais, c'est toujours des beaux moments ouais, quand il y a des films, même si évidemment tout engin pyrotechnique sont interdits Bien sûr. dans l'enceinte du stade, Mais évidemment. n'oublions pas que tous les Mais clubs et la Ligue prennent toujours des belles photos de gros pyros pour faire leur évidemment, promotion. exactement. Et on en revient à que ça fait partie un peu de la culture sport et du foot, c'est que ça donne quand même une ambiance quand ça se produit. On n'est pas là pour mettre en avant ce genre de pratique puisqu'elle est illégale, mais ça fait quand même partie de la culture du supporter, pas forcément de l'ultra d'ailleurs, mais du supporter. Et ça donne une ambiance et le spectacle ensuite qui se produit sur le terrain est influencé par cette ambiance qui a de les tribunes. Et puis, bah, pour revenir à ta question de base, encore une fois, c'est difficile pour moi de répondre parce que ben, les déplacements que je fais, c'est souvent pour le FC Sion et j'ai pas vraiment de point de comparaison. Merci Justin Gray de Rhône FM. Nos 10 minutes sont déjà largement écoulées. Ça m'a fait plaisir. Et puis, on Plaisir espère partagé. que si on surperformera, puis il pourra venir jouer ses matchs de Coupe d'Europe à Genève. Oh là 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 là. Je serais presque prêt à refuser une Coupe d'Europe. Non, je rigole évidemment. Non, Il y a mais la tuyère maintenant. il y a la tuyère. Ouais. Bon, on a le FC Sion a accueilli Liverpool, Braga et Bordeaux à Tourbillon lors de la dernière campagne en 2015-2016. Oui, Du et puis coup, depuis que la tuyère a été construite, le Sport a toujours très bien reçu le FC Sion avec plein de points pour le club ça, c'est valais. vrai. Bon, ça datait déjà d'avant, mais c'est vrai que depuis qu'il y a la tuyère aussi, oui. Donc, c'est toujours un gage de revenir avec au moins un point quand on se déplace du côté de Lausanne. Donc, c'est une bonne chose. Avec Jérôme Renard, qui suit le club le plus honni du monde, une bande assoiffée de sang qui décime tout ce qui est zurichois. Quel week-end étonnant, Jérôme, entre le match hallucinant, je pense qu'on peut le dire, contre Lugano, et le lendemain où la creuse de Barberio est de nouveau allée où il fallait pas.
Ouais, c'est vrai que c'était un week-end décevant pour, je pense pour les fans du LHC, et puis pour la direction, enfin pour tout le monde, pour les joueurs, pour le coach. Enfin voilà, quand tu as 2 semaines pour bosser, que tu dis avant la trêve internationale que ces 2 semaines vont te servir justement à travailler ton système, à travailler tes situations spéciales, puis que tu reviens au jeu, et tu es mené 4-0 par Lugano après 25 minutes, ça la fout un peu mal, quoi. Ouais, on a aussi vu ouais, on a revu toutes les mêmes lacunes qu'avant la trêve, en fait, et ce problème d'état d'esprit pour moi, heu, ouais, comment on va peut-être ouais, de mentalité ou de leadership. Tu as l'impression que l'équipe, elle trouve pas le bon équilibre au niveau de l'état d'esprit affiché. C'est soit elle est pas là, si on regarde le début de match contre Lugano, soit elle va trop haut, si on regarde, la frustration à Zurich. Du coup, voilà, et ce match à Zurich, je me suis revu il y a 7 mois en play-off, en fait. En plus, il y avait déjà eu un vilain geste de Barberio. Voilà, cette frustration, chercher des excuses après le match, pointer l'arbitrage, et puis cette incapacité à marquer des goals. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'était la même chose qu'il y a 7 mois. Enfin, il y avait beaucoup de similitudes avec il y a 7 mois en play-off et cette série de quarts de finale perdues. Le club pensait avoir corrigé le tir en fait pour faire autre chose cette saison. Et puis bah, bon, après, on peut pas juger là-dessus, mais sur un match là, bah, on a bien vu à quel point Lausanne était encore loin du compte, quoi. Et puis, il y a ces moments un peu lunaires d'après la partie où Grunborg dépasse légèrement les limites de ce qui est tacitement possible de faire entre coachs. On va beaucoup parler de pression, je pense, dans les 8 minutes qui restent, mais je pense que Barberio a un peu de la peine à supporter la pression depuis qu'il est arrivé, et Grunborg aussi, parce que mine de rien, avec son effectif hallucinant, il n'est pas où il voudrait ou il devrait être. Et il a pété un plomb lui aussi. Ouais, complètement. Bah, bon, déjà, c'est un manque de classe flagrant, quoi. Quand tu commences à t'attaquer au physique des joueurs, ou que ce soit vrai ou pas, voilà, de dire que Barberio est gros et puis c'est pour ça qu'il n'arrive pas à suivre et qu'il est obligé de faire des fautes, de dire que Justin Kruger c'est à peine patiné. Enfin voilà, il y a des trucs à mon avis qui se disent pas. C'est un manque de classe, quoi. Enfin, quand tu as un entraîneur qui a un tel pédigré, qui aimerait coacher en NHL, enfin, au bout d'un moment, enfin, il faut montrer autre chose. Après, c'est Stéphane Rochette qui me disait en discutant, voilà, c'est Stéphane Rochette, c'est pas l'avis de toutes les personnes, mais lui disait que c'est selon lui, la réaction typique d'un coach sous pression, en fait, qui avait peut-être aussi besoin de prouver quelque chose à son équipe, que ce soit un soutien ou que ce soit de taper fort, sur le point sur la table, des choses comme ça, quoi. Mais après, bah, je peux comprendre hein, aussi, enfin, je peux comprendre l'énervement, on va dire, pas les mots et pas jusqu'où il a été, mais quand c'est la deuxième fois et puis qu'en plus là les arbitres ont pas vu l'action, parce que l'action, je pense qu'on va en parler aussi Robin, mais c'était quand même flagrant, quoi. Ouais, alors justement, juste avant de revenir sur le cas Barberio en particulier, en fait, Grunborg, il a un peu contaminé la presse alémanique et je n'irai pas jusqu'à dire une cabale, mais depuis la série contre Zurich, même avant, avec les millions dépensés honteusement par un petit club qui veut manger le pain des grands, il y a une vraie pression mise sur le LHC, le LHC en particulier, parce que, comme je disais, des millions mis sur la table et ça dérange, comme dirait l'autre, mais il y a vraiment une cabale depuis 2, 3 jours que je trouve assez hallucinante, qu'on n'avait pas vu, pas forcément vu sur Herzog, sur Chervet, sur Di Domenico à l'époque. Non, c'est clair. Je me suis fait la même réflexion que toi, en lisant la presse alémanique et zurichoise ces 2 derniers jours. Alors c'est clair, je comprends que ça tape sur Lausanne, mais c'est assez hallucinant qu'à aucun moment ça remette en question le comportement de Grönborg ou même finalement tu as l'impression que les Zurichois c'est des anges quoi, sur la glace, alors que c'est pas du tout le cas et c'est pas une équipe d'anges du tout. On l'avait déjà vu en play-off l'année passée d'ailleurs aussi. Et puis, oui, Lausanne dérange clairement. Alors c'est clair qu'il y a je pense qu'au départ, il y a un phénomène de crainte ou de jalousie ou je sais pas. Puis après, bah, après on se sert des événements parce que Lausanne clairement fait pas tout juste et puis, fait rien pour arranger son image, semaine après semaine, que ce soit au niveau des rumeurs ou même des fois plus que les rumeurs au niveau des actes, quoi. Parlons des actes, justement. Svoboda a prêché la patience, ce qui est une rareté, ce dont on peut peut-être se féliciter. Mais il y a vraiment ce problème Barberio où il a été nommé capitaine de suite, c'est une grosse pression.
les résultats n'ont pas forcément suivi, c'est une grosse pression. Il pète les plombs en playoff, ça rajoute de la pression. Il loupe les premiers matchs de la saison, ça rajoute de la pression. Il a explosé en vol, quoi. Ouais, alors il a pas explosé de la même façon qu'en playoff, parce que si on se rappelle, c'était quand même hyper intentionnel ce qu'il avait fait sur Andrighetto, le piquage, la charge dans le dos, enfin voilà, là tu pouvais pas avoir le moindre doute sur l'intentionnalité, on va dire, hein, même si peut-être qu'à ce moment-là, il était pas lui-même, parce qu'il avait peut-être déjà disjoncté dans la tête, mais, là pour moi la petite différence, c'est que tu peux encore lui accorder et éventuellement le croire quand il dit, «Je visais pas la tête» et puis mais après il sait juste pas contrôler parce que comme tu dis, comme tu l'as dit avant et c'est un truc que j'ai constaté aussi, c'est que c'est un joueur qui arrive pas toujours on va dire, parce que c'est pas toujours le cas, mais qui arrive pas à se maîtriser, quand il est sous pression quoi et il est sous une pression folle parce que c'est vrai qu'il a été tout de suite mis sous pression quand il est arrivé, comme tu as dit. Il était déjà arrivé, je me souviens, il m'expliquait un peu usé mentalement parce qu'il débarquait de la bulle en NHL, il avait quasi pas eu de pause. Il arrive là, il est balancé capitaine, ça rajoute de la pression. Déjà, tu es étranger en Suisse, tu as de la pression. Après, il fait une saison d'abord bien, il se blesse, il joue blessé, sa saison elle se détériore, il fait une mauvaise saison, il disjoncte en playoff pendant l'été. Il disait qu'il s'est soigné, qu'il a été voir un spécialiste pour essayer de tourner la page. Et là, bah, effectivement, là, il est toujours sous pression, mais pour d'autres raisons, parce qu'il y arrive toujours pas, parce qu'en plus de ça, il y a Martin Gernat qui est arrivé, du coup, il y a une autre concurrence chez les étrangers. Il est capitaine, il se retrouve en tribune, il doit forcément cogiter là-dessus. Voilà, il doute, je pense, il se frustre, il est sous pression, tout ça, ça doit le ronger. Et derrière, il fait un cross-check qu'il doit jamais faire, même si c'est à la hauteur de l'épaule. Tu peux pas arriver avec la canne comme ça, peu importe où finalement. Et puis, ben, ça finit au visage, ça casse la mâchoire de Garrettro et puis derrière le Barberio vient aux interviews et puis tu vois honnêtement et moi je le côtoie assez souvent moi je sais que c'est un bon gars, ça se voit, c'est un bon gars et là tu vois qu'il est malheureux, qu'il est détruit d'avoir fait ça. Il sait qu'il a fait faux et il a l'air vraiment honnête quand il dit qu'il voulait pas cross-checker au visage et il était marqué, mais marqué les yeux, il avait ses cernes, mais c'est incroyable, c'était 5 minutes après le match, le mec il était il était effondré. Et là, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Comme tu disais, alors il faudra voir combien de matchs il va prendre. Visiblement, la décision arrivera mercredi. Hem, je pense pas qu'il peut continuer à être le capitaine du LHC parce que c'est malheureux pour lui, mais enfin voilà, c'est de nouveau l'image du LHC qui souffre avec ça parce qu'il représente le LHC en tant que capitaine. Et après, est-ce qu'il faut aller jusqu'à le transférer? Eh ben, il faut se poser la question, il faut voir déjà combien de matchs il va prendre, comment lui va réagir, comment Il tu reste que 10 peux licences, hein. et c'est ça, et il reste que 2 licences, ouais. Bah, après, voilà, c'est vrai que si tout à coup, tu peux te dire: «OK, 2 licences, ça fait» ben, tu reprends un défenseur quand il y a une opportunité qui arrive et puis il t'en reste une pour, essayer de faire un super coup sur un attaquant pour la fin de saison régulière et les playoffs, le fameux sniper qui manque. Mais après, ben, du coup, tu as 2 blessures ou 3 et puis c'est la M, quoi. Mais, On parle beaucoup de santé mentale dans tous les sports, hein, et en NHL aussi. Là, on parle quand même d'un type, quand je suivais encore pas mal la NHL, qui était un vrai bon joueur, un bon quarterback, qui était bon à Montréal, qui était bon à Colorado. Euh, L'été a été court, la pression est difficile, mais est-ce que finalement ce ne serait pas mieux pour tout le monde? De toute façon, on lui dit, tu prends un mois, tu t'en vas, tu te laves la tête, tu vas voir ta famille, tu prends de l'air. Ce serait pas mieux pour tout le monde? Ou le transférer, ok, mais peut-être qu'il faudrait juste lui laisser le temps de se reposer mentalement, quoi. ouais, c'est ça, il faut voir comment lui, il va se remettre de ça, même s'il faut pas oublier que c'est pas la victime, hein, mais, ouais, mais l'autre problème, c'est qu'il est un peu blacklisté en National League maintenant, hein. Enfin, voilà, et puis dans l'esprit des arbitres et puis non, ouais, je sais pas, c'est assez délicat. Moi, honnêtement, j'ai de la non, mais après, voilà, tu donnes un mois de vacances, entre guillemets «de repos» à un joueur, je sais pas. Il y aura ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi te dire, Robin. Je pense que Zoboda est dans le même état que toi à ce niveau-là de la réflexion, parce qu'il n'y a pas de bonne solution. Ah! Ouais, peut-être que même le joueur sait pas non plus ce qu'il a envie de faire là, parce que c'est vraiment hyper compliqué, ouais. Puis bon, sinon, on va parler quand même un peu de hockey. Il y a double affrontement contre Berne, de Rajoie ensuite.
Là, il va falloir mettre des points vite, 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 avec une semaine quand même pour bosser. Ouais, c'est ça. Si tu veux être dans le top 6, là, tu dois gagner, tu dois faire un bon week-end, quoi, parce que je pense qu'il y a 9 points avec Zurich, mais je suis pas sûr que c'est Zurich qui est sixième, donc je suis pas sûr que ce soit Zurich qu'il faudra sortir du top 6, mais peut-être plutôt Rapperswil qui a du coup plutôt 15 points d'avance sur le SAD, avec des matchs en plus, mais les matchs en plus, c'est pas forcément les matchs à rattraper, c'est pas forcément synonyme de points automatiques. Moi, il y a un truc qui m'a un peu surpris, enfin surpris parce qu'on connaissait autrement Svoboda, c'est qu'il a l'air hyper tranquille avec son staff technique et vraiment, quand il dit, des fois on dit ouh là 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 là, quand un dirigeant renouvelle sa confiance en son staff, c'est jamais bon signe, mais là, franchement, il répète toujours la même chose. Il croit vraiment que la solution, elle peut venir de ce groupe-là, que ce soit en termes de leadership ou dans le jeu, et sous la direction de ce staff technique-là, quoi. Donc, on va continuer comme ça, mais en Est-ce que, espérant que ça réagisse. est-ce que tu penses que justement ce qui s'est passé ce week-end et ces derniers jours, ça peut créer cet esprit de révolte, enfin, ce teamgeist qui manque à cet agglomérat de bonnes individualités, parce qu'on en parlait vendredi, la quatrième ligne, c'était cher, c'est Ouais. déjà. Ouais, non, c'est clair qu'il y a des bonnes individualités, mais il manque ces leaders d'équipe, en fait, pour faire de tout ça une équipe. J'ai envie de te répondre, si ça avait été Zurich au programme vendredi, je pense qu'on y était au niveau de la révolte. Je ne me serais pas trop fait de soucis. Après, oui, peut-être que Berne, ça suffira pour se révolter, mais de toute façon, ils n'ont pas le choix et ils le savent très bien, hein, que maintenant, il faut se secouer, quoi. Ce sera une très belle conclusion. Merci Jérôme. Merci à toi. Je suis avec Florian Vanet pour évoquer cette extraordinaire Challenge League, un classement très très serré et surtout un retour aux affaires d'Yverdon avec une magnifique victoire contre Winterthur en fin de semaine dernière. On sent quand même qu'il s'est passé quelque chose où les Fortais a beaucoup amené, hein, Florian. Ah ouais, bah c'est là qu'on comprend quand même un peu le personnage, parce que c'est vraiment un personnage, ce Willy Forte. On l'entend, on le voit depuis des années, et puis on se dit, bon, c'est quoi exactement la méthode Willy Forte, etc. Puis là, il arrive et tu comprends quand même, tu comprends ce qui se passe, tu comprends le professionnalisme du type quand même, c'est assez impressionnant, il contrôle très bien son image, ce qu'il dit, mais il est intéressant, il sait donner, il sait ne pas trop en donner aussi. Et puis sur le terrain, on voit les résultats avec un Yverdon Sport voilà, qui n'a pas pris un but dans le jeu depuis 8-9 matchs bientôt, juste 3 buts, mais sur penalties, stat absolument hallucinante, mine de rien. Et puis on commence à voir les contours aussi d'un jeu offensif qui se dessine et qui commence à devenir très intéressant. La première mi-temps contre Winterthur, c'était fort, quoi. C'était très fort. Il peut y avoir 3-4-0 à la mi-temps qu'on se dit, bon, bah, ok, Yverdon Sport, quand même. On se demande souvent à quoi bon changer d'entraîneur. Est-ce que l'entraîneur a vraiment une immense influence sur une équipe? Mais là, depuis qu'il est aux commandes, il y a une qualification en coupe incroyable. Il va chercher un joueur à la 2 qui devient buteur potentiel. C'est assez impressionnant l'impact qu'il a eu sur ce club. Ouais, bon, faut pas. On parle beaucoup en bien d'Uli Forte, faut pas oublier aussi tout ce que Jean-Michel Eby a fait de bien avant ça. Puis il passe un peu pour un couillon forcément parce qu'il a perdu ses 3 premiers matchs, puis depuis Yverdon va bien. Mais je veux dire, c'est pas le grand fautif de cette histoire, quoi. Son Yverdon Sport a aussi une identité, ça a mal fonctionné pour lui, il a pas eu de temps. Faut pas oublier ça. Maintenant, j'ai presque envie de dire que oui, Uli Forte, bah, faut le dire, quoi. C'est le niveau d'au-dessus. Et oui, bah, en l'occurrence, en ce moment, tout ce qu'il fait, c'est impressionnant. Même si ce Breston Malou-là que tu cites, qui arrive bien, quoi, qui arrive fort, faut lui laisser aussi encore un moment. Là, en ce moment, ça se passe bien, mais on voit qu'il n'a pas non plus encore exactement la sérénité d'un joueur de Challenge League sur la durée, je pense. Mais voilà, il y a beaucoup de paris de joueurs comme ça, où pour l'instant ça tourne bien. Tous les petits jeunes bernois, les Windbloom, les Schkelkim Vladi, c'est aussi ouais, c'est fort, on voit le potentiel, mais en ce moment ça tourne bien, faut se rappeler de ça quand même. En ce moment tout va bien. Il y a peut-être une période où ce sera plus compliqué pour Yverdon, où tout ne tournera plus aussi bien.
Là, ils auraient pu aussi en prendre 2, 3 en début de deuxième mi-temps contre Winterthur. Ça peut le faire tourner le match. Tu le perds, tu es frustré. Voilà, ça, faut pas oublier. Mais ouais, mine de rien, c'est vrai, on voit quand même une très belle équipe qui s'est forgée une très belle identité. Et il y a quand même le courage d'Uli Forte. Il aurait pu attendre qu'un poste, je sais pas, à Zurich ou à Lucerne, tiens, se libère. Lui, il s'est mis en danger quand même parce que Yverdon n'a pas les structures dont il a l'habitude, n'a pas l'encadrement, les salaires, le groupe qu'il a Ouais. connu. Mais le gars, en faisant ce choix, on ne sait pas encore si c'est un bon choix, hein, mais le gars, en faisant ce choix, il fait bien son CV. Ouais, bah, justement, et c'est pas une critique, mais typiquement, Ludovic Magnin a refusé ce choix-là. Il sortait de 3 ans à Zurich, on lui a proposé Yverdon, il a dit non, c'est quand même un pas en arrière, est-ce que j'ai envie de ça maintenant, etc. Alors, il aspire peut-être à de plus grandes choses, mais même sûrement, et Uli Forte était peut-être un peu dans ce cas-là, même si lui a connu déjà plus de clubs, même si pour lui, c'est plus juste une expérience parmi tant d'autres, ce qui est moins le cas d'un Ludo Magnin. Mais oui, c'est vrai, je crois qu'il faut le souligner, on ne le dit pas assez. Il y a un vrai danger dans ce qu'il a fait. Maintenant, je vais dire, les places en Suisse Football League sont rares et mine de rien, il est en train de faire d'Yverdon une bonne adresse. Ça c'est pas n'importe quoi. Et crédit aussi au boss d'Yverdon d'avoir réussi à le faire venir. Et, Ouais, ouais. c'est de l'argent engagé, hein, on ne va pas se mentir. Ouais, bien sûr, mais on voit les résultats. Alors bon, je ne sais pas vraiment ce que te rapporte une victoire en Challenge League, pas grand-chose, parce qu'il y avait 500 personnes contre Winterthur, et puis voilà, tu pas vraiment de prime de victoire, etc. Mais oui, mine de rien, tu fais grandir le club, c'est ce que Mario Di Pietrantonio a toujours voulu, et c'est ce qu'il est en train de continuer à faire avec brio en ce moment, et peut-être avec un peu moins de succès d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, parce que il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être un moment où cette belle série va s'arrêter. Bon, alors, pour ce qui est de la relégation, on va dire qu'il n'y aura pas trop de risques cette année quand même. Euh, parce que Kriens va descendre, hein, on est bien d'accord, à Ouais, moins ça va mal à Kriens. Ouais, ouais. qu'il y ait une faillite d'ici là. Mais sinon, c'est Challenge qui est incroyable, hein. Winterthur en tête avec 26 points, derrière Vaduz 23, et après c'est 21, 21, 20, 20, 20, 20 et Yverdon 18. Donc il n'y a pas de pression. Les clubs romans, les clubs vaudois peuvent bien travailler cette saison sans problème. Ouais, bah, on m'a peut-être pris un peu pour un fou au début de la saison quand je parlais très fort de Stade Lozanouchi qui était vraiment impressionnant et qui sortait du lot parce que ben, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas d'équipe en Challenge League qui sort du lot. Et ce Stade Lausanne du début de la saison, c'était vraiment au-dessus. Maintenant, c'est un peu moins bon, faut le dire, même si c'est cette belle victoire contre Thun. Mais oui, on voit une homogénéité absolument folle. Et celui qui arrivera à trouver ce petit supplément, comme Stade Lausanne l'a fait en début de saison, comme Yverdon est en train de le faire, comme Winterthur a pu le faire aussi, même si, voilà, Winterthur, faut pas. Ce week-end, on a dit oui, Yverdon a tapé le leader, mais d'accord, ils ont tapé le leader, mais c'était pas le FC Bâle, quoi. Donc, ouais, ça va être intéressant. On peut se retrouver avec deux romans, premier et deuxième à la fin de la saison, comme on peut se retrouver avec deux romans, huitième et neuvième. Comme il n'y a pas le feu à Xamax non plus, même si c'est pas simple, hein. Ouais, ils sont allés complètement en mode combat à Kriens pour gagner ce match samedi. Heureusement qu'il y a une victoire au bout, parce qu'ils ont passé 45 minutes la deuxième mi-temps, donc à jouer à 6 derrière avec une ligne de 6. Vraiment, on ne veut pas prendre ce but. Les circonstances étaient complètement atténuantes pour un plan de jeu comme ça. Faut pas en vouloir avec Samax d'avoir fait ce pari-là. Mais si Neuchâtel a eu le malheur de prendre un but à Kriens, si tu reviens avec un match nul, après avoir réaliser un match comme ça, ouais, tu parles pas la même chose le dimanche matin. Mais ouais, là, tout va bien nouveau avec Samax, c'est bien. Il faudra en montrer plus. Il y a ce beau derby qui arrive contre Yverdon vendredi. On attend évidemment autre chose, mais nous, Samax a les moyens de faire beaucoup mieux que ce qu'on a vu samedi ou peut-être plus récemment aussi. Et ça va être super passionnant.
Bon, on a encore 3 minutes pour parler du SLO. Là, j'ai eu la chance d'y être moi. 438 spectateurs quand même, hein. Je me demandais si c'était pas le record de la saison. Le SLO n'a pas paniqué non plus. Et il y a ce Brighton Labo devant qui met les buts et qui sort le Stade Lausanne d'une série un peu compliquée. Quel joueur intéressant. Ouais, ouais, mais il y en a beaucoup et c'est ce qu'on se dit un peu avec Stade cette saison. Je sais pas si tu es d'accord, mais je trouve vraiment que ce qu'a fait monter Stade jusqu'en Challenge League, c'est la force de son collectif. Même ce qui leur a permis de finir troisième l'année passée, c'est ça. Et cette année, vraiment, j'ai l'impression qu'on parle plutôt d'individualité, qu'on parlait de ce Sofiane Chader qui est maintenant sur le banc, mais qui était génial en début de saison. Il a Si fait tu as une des grosse nouvelles, avec le j'en veux match bien. encore, en fin de partie. Là, il a 2-3 occasions énormes. Même Oui. toi, tu lui en aurais voulu. Sans doute, sans doute. Puis ben, voilà, il y a ce Brighton Labo, il y en a d'autres, franchement, Romain Bayer aussi, puis Justin Hamel dans les buts, qui est toujours aussi formidable, je sais que tu l'adores. Ouais, mais comment parce que c'est ce que j'écrivais samedi matin, il se trompe rarement devant au SLO, c'est assez dingue. C'est quoi? Ouais. Ils ont un très bon abonnement premium sur YouTube pour recruter ou comment ça se passe. Ouais, c'est une vraie bonne question. À part ça, c'est vrai que Zeki Amdouni qui brille avec le LS, c'est eux, quoi. C'est grâce à eux. Ils l'ont fait éclore, ils l'ont amené à ce niveau-là. Il y a ce Alban Aïdini qui monte bien, là, qui appartenait à Servette, qui est maintenant propriété du Slow. Ouais, c'est vrai ils ont un beau carnet, quoi. Mais Ah, mais c'est ce qu'on voit. ils ont eu un blessé l'année passée, ils te prennent Mbenza qui met ses buts, 3 mois, il repart. Non, je trouve ça assez impressionnant dans un foot moderne où tout le monde a tendance à se tromper assez régulièrement. Eux, chaque fois, ça passe, quoi. Ouais, puis c'est là qu'on voit que les clubs romans se tournent souvent vers la France et ouais, il y a des vrais bons joueurs en France. Oui, C'est pas nouveau. à pas mal de niveaux. Même il suffit d'aller jusqu'à Valorbe des fois. Pas tous les- Oui. Même si Servette s'est un peu trompé cette année. Oui, ça aussi. Mais bon, c'est toujours une question de moyens, qu'est-ce que tu veux. Bien Euh, sûr. Et c'est un autre sujet. bon, tu as un derby qui va arriver là. Qu'est-ce qu'on en attend? Enfin 2000 personnes? J'aimerais bien, mais un vendredi soir, froid, etc. Je sais pas. Franchement, j'invite tous les auditeurs qui nous entendent à passer à ce match. Ça va être franchement bien de belles équipes avec une belle identité, des entraîneurs assez charismatiques et tout. Non, franchement, mais 2000, j'y crois pas, malheureusement. Qui dit quatrième carton, fatalement dit basketball. Salut Jérémy Santalo, merci d'être avec moi. On a juste 10 minutes pour faire le tour de l'actualité basket, une actualité basket que tu balayes largement tous les lundis quasiment et le week-end dorénavant sur matin.ch notamment. Bah déjà, est-ce que tu as des retours? Est-ce que ça plaît? Est-ce que c'est sympa à faire? Ouais, écoute, salut déjà Robin. Pour le moment, il y a des retours et ils sont plutôt bons. Enfin, moi, ça fait maintenant depuis 2010 que je suis dans le milieu du basket en Suisse en tant que joueur et entraîneur. Et c'est vrai que je pense que un peu comme tous ces sports comme ça qui sont dits de seconde zone en Suisse, il y a des gens à aller chercher. Il y a clairement un public à aller chercher parce que c'est des choses que, voilà, disons que ce que j'essaie de faire depuis quelques mois, il y a peu de monde en Suisse romande qui le faisait ou qui essaie de le faire. Donc, les retours sont plutôt positifs. Après, c'est sûr que si on prend la chronique sur le site du matin, ça fera jamais autant de clics qu'un papier sur Federer ou sur Christian Constantin. Mais les premiers chiffres montrent qu'il y a quand même un peu de monde et puis ça fait plaisir, quoi. Est-ce que les acteurs se livrent facilement à toi? Parce que tu devais être un pote à l'époque, là, tes potes journalistes, et ben, certains propos risquent de se retrouver dans ta chronique, justement. Est-ce que ça instille un peu de défiance ou est-ce qu'au contraire, ça permet de faire vivre le basket comme les autres grands sports, entre guillemets, voire même de façon un peu plus proche? Je pense que ils sont tellement contents aussi qu'on s'intéresse à eux. Enfin, il y a pas de, enfin, les gens se confient très, très facilement, quoi. Après, c'est sûr que parfois, il faut savoir si, des fois, je précise quand même, est-ce que la personne parle en on, en off, parce qu'on ne dit pas toujours la même chose, c'est sûr, ou avec les mêmes termes, plus exactement. Mais
depuis le début de la saison, en tout cas, en règle générale, les gens se confient très facilement, très volontiers. Et c'est aussi hyper agréable de bosser avec des gens qui ont envie de parler de leur sport, de leurs équipes, de leurs coéquipiers, de leurs coachs. Et c'est vrai que moi, je trouve hyper intéressant. Bon, commençons à balayer un peu cette actu. Donne-moi ton coup de cœur de ce début de saison. Est-ce que c'est Nyon? Oui, je pense qu'on peut difficilement dire autre chose. Je veux dire, on a là une équipe qui était pendant 2 ans, depuis sa remontée en Ligue B, qui était dans les bas-fonds du classement, qui prenait rouste sur rouste. Et puis là, en fait, tu leur mets… En fait, il y a un noyau de joueurs suisses qui a grandi ensemble en prenant justement des tôles tous les week-ends. Et puis, tu leur ajoutes 2-3 bons étrangers, dont 2 Sénégalais. Un bon coach qui est un ancien joueur, donc qui est Stéphane Ivanovic, le fils du légendaire coach Euroleague Duško. Et en fait, ça te donne un mélange. Alors moi, j'aime pas trop parler de surprise parce que quand tu vois comment c'est construit sur le papier à la base, ça a de la gueule. Et puis, si ça bosse, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas de résultat. Donc, moi, je ne suis pas tant surpris par les résultats de Nyon. Après, est-ce que c'est mon coup de cœur sur ces 2 premiers mois? Oui, clairement. Et aussi, il y a d'habitude, le truc facile, on va en NCAA 3, on prend 2 ou 3 Américains, on regarde ce que ça donne. Là, on va chercher un autre profil d'étranger, c'est intéressant aussi. Oui, c'est intéressant. C'est toujours un peu… C'est compliqué. Ça pourrait être intéressant justement une fois de faire un reportage justement avec les agents ou même les clubs pour savoir comment ils choisissent leurs joueurs, comment ils étudient les vidéos, par rapport à quel profil, comment ils se renseignent sur le caractère, la personnalité du joueur. Parce que typiquement, ça peut très bien matcher parfois, comme ça peut être hyper compliqué. Enfin, je le mettais dans ma chronique hier. Moi, quand je vois les joueurs étrangers du BBC Nyon, voilà, j'ai rien contre le bébé Seignon, mais il y en a 3 sur 4, c'est des erreurs de casting les 3, c'est pas possible, on peut pas dire autre chose. Et en fait, j'ai l'impression que selon le club où tu te trouves, les erreurs de casting se répètent plus souvent, que dans certains endroits. Donc, c'est pour ça que je me dis que ça pourrait être intéressant une fois peut-être de faire un reportage là-dessus, à savoir comment ils sont choisis. Mais en tout cas, oui, Nyon a fait un pari. Malay Ndoye, c'est Malay Ndoye, tout le monde le connaît et ça reste un joueur solide qui te rapporte autant de points qu'un Américain. Et puis Radim Sow, c'est un pari parce que peut-être aussi Nyon, avec ses finances, ne pouvait pas s'offrir un Américain. Alors après, Radim Sow, qui était peut-être un peu moins cher. Et pour le moment, il fait un bon début de saison. Et ta déception, c'est quelques kilomètres plus loin au bout du lac ou c'est ailleurs? Ouais, ma déception, je dirais les Lions pour le moment parce que ça décolle pas, en fait. Ça décolle pas. Après, les Lions, pour moi, ils ont vraiment des grandes circonstances atténuantes dans le sens où, quand tu perds ton meneur de jeu comme ça en pleine prépa et que, en fait, c'était la personne sur qui tout devait reposer et puis que d'un coup, tu te retrouves à improviser pendant des semaines et puis qu'il faut choisir le remplaçant. Et puis que sur le marché, il n'y a pas ce que tu veux, il n'y a plus de meneurs de grande taille. C'est compliqué, ils ont des circonstances atténuantes. Après, je trouve que les joueurs suisses au Lyon doivent en faire plus. Les Kuba, les Jurkovic, les Montero, ce n'est pas suffisant pour le moment. Et puis, pour le moment, la greffe avec le nouveau meneur étranger, moi, je ne trouve pas que ça prenne hyper bien. Donc, ouais, on verra. Après, je pense que j'en parlais vendredi avec Imad Fatal quand je l'ai eu au téléphone avant le derby. Je pense que les Lions, s'ils étaient partis, si on leur avait dit vous allez partir sur 5 victoires, 3 défaites, ils auraient signé. Vu qu'ils avaient un budget qui était revu à la baisse, une saison un peu plus compliquée qui s'annonçait. Après, les Lions nous ont tellement habitués à être un des seuls clubs à pouvoir rivaliser avec Fribourg qu'on attend maintenant. C'est un des clubs qui a le plus gagné en Suisse avec Fribourg sur la dernière décennie. Et en fait, on attend que, même avec moins de budget, il soit là. Donc, c'est ça un peu le… Et on a vu quand même la saison dernière, les playoffs, c'est une autre saison. Comment? Excuse-moi, je n'ai pas compris. On a vu la saison dernière que les playoffs, c'était complètement autre chose aussi, donc tout peut changer vite fait. Oui, c'est complètement autre chose. Après, voilà, l'an dernier, les Lions, ils remportent la Coupe de Suisse le samedi. Je suis quasiment sûr que pendant 48 heures, ils ont fêté ça comme il faut. À mon avis, le lundi matin, ils ne devaient pas être
il ne devait pas être tout net à l'entraînement. Et puis le problème, c'est que le mercredi, eh ben, les playoffs, ils débutent. Et puis que là, tu as 3 matchs en une semaine. Parce qu'en fait, Swiss Basket voulait absolument finir la saison le plus tôt possible. Donc, ben, ouais, après, Star Wings a hyper bien joué le coup l'an dernier. Et puis, ils méritent complètement leur qualification parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, ils mettent 2-0 à Neuchâtel en demi-finale. Et puis ça, ce n'était pas fait non plus. Mais ouais, les Lions, ils sont peut-être un peu trop fêtés. Et puis, ils n'étaient peut-être pas complètement prêts pour jouer une équipe aussi piégeuse en fait en quart. Et puis, comme tu dis, les playoffs, c'est les playoffs. Ça va vite. Donc, Bon, on continue à balayer. Il y a une affaire qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est Elphick. Toi qui es un petit peu dans le milieu, comment ça a été vécu? Je pense qu'il y a toujours des différentes sensibilités. Ceux qui trouvent ça presque normal d'avoir ces termes et ceux qui, plus modernes, entre guillemets, ça n'est plus tolérable. Comment c'est vécu? écoute, moi, j'ai pas eu de. Déjà, il faut saluer le super boulot de François Rossier de La Liberté, parce que vraiment, il y avait toutes les voix et c'était vraiment un gros dossier. Moi, j'ai pas eu j'ai pas plus d'infos que ça. J'ai pas eu de retour par rapport à ça, des gens que je peux côtoyer dans le basket. C'est difficile de prendre position. Il y a des filles qui vont trouver que les mots ont été trop forts, et puis il y a aussi des filles qui vont dire à la présidente Karina Lehmann, moi en fait en 15 ans, j'ai eu aucun problème avec Romain. Donc c'est toujours un peu compliqué à appréhender. Si elles avaient envie de le dire, c'est bien qu'elles aient parlé, ça c'est clair. Après, moi, de ce que j'ai pu lire pour le moment, je crois que c'est Karine Lehmann, justement, à Jean Hamann dans le matin, qui a dit que pour le moment, il n'y aurait pas de mesures qui seraient prises contre Romain Gaspo. Donc, on va voir où ça va nous mener. Mais oui, ça a fait du bruit sur le moment, le matin même. Mais ouais, j'ai pas l'impression, je dis pas qu'on l'a déjà oublié, mais j'ai pas l'impression que ça ait fait plus de bruit que ça, en fait. Bon, continuons notre rapide tour, parce que là, on n'a que 10 minutes, et 10 minutes, c'est le temps d'un carton, mais sans les temps morts, forcément, c'est plus rapide. Parlons du match de jeudi déjà en Autriche. C'est les pré-qualifications à l'Euro 2025 de basket. On sait que au basket, comme au football, maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui vont jouer les tournois finaux. Parce que la Suisse a une chance, on va rappeler le groupe, c'est Autriche, Chypre et l'Irlande. Est-ce que la Suisse a une chance déjà de se préqualifier et ensuite de se qualifier avec le groupe actuel, parce qu'on sait que ces tournois-là, maintenant, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'équipes. La France, typiquement, ne peut pas jouer avec ses joueurs d'Euroleague. Les joueurs NBA, on n'en parle même pas. Donc, c'est un peu bizarre, ces périodes internationales maintenant. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la Suisse déjà fera pas l'Euro 2022 cet été. L'été dernier, c'était la première du nouveau sélectionneur, donc ils ont pris vraiment un coach professionnel, Papa Théodorou, et ils n'ont pas réussi à sortir de leur groupe de pré-qualif pour la Coupe du Monde 2023, donc face à la Macédoine et la Slovaquie. Donc déjà, il faut dire que là, on part vraiment de tout en bas, quoi. On part de très, très loin. Et là, après les JO 2024, c'est encore autre chose. Et puis là, effectivement, on est sur les pré-qualifs de l'Euro 2025. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà cet été, c'était une grosse déception de ne pas sortir de ce groupe de pré-qualifs pour le mondial, parce que justement, il serait temps, quoi, à un moment donné, que la génération des Nathan Jurkovic, Roberto Kovac, justement, participe à une grande compète comme ça, internationale. Et là, on repart dans un groupe à 4. Il me semble que c'est que le premier qui est qualifié directement, et il y a le meilleur deuxième, il me semble, qui rentre en ligne de compte. Mais voilà, je crois que sur le papier, on est la meilleure nation, 60e. L'Autriche, c'est 61e. Après, il y a 79 et 116, je ne sais plus. Mais on doit sortir de ce groupe. Alors certes, il y a Tony Rokac qui joue en NCAA à San Diego, qui a 18 points de moyenne depuis le début de saison, qui avait beaucoup joué cet été pour la première fenêtre du nouveau sélectionneur, et il ne sera pas là. Paul Gravet est blessé, remplacé par Kylian Martin de Neuchâtel. Ça, il me semble que c'est tombé ce matin. Donc, on verra. C'est difficile à pronostiquer avec cette équipe.
Elle peut très bien faire, on est toujours habitué à ça, elle peut très bien faire comme elle peut passer au travers et perdre 55, 60 face à une nation qui est 112e. Donc, c'est dur à pronostiquer. Et moi, en tout cas, je vais m'y intéresser. Ce sera jeudi soir en Autriche et dimanche à 17h à Fribourg, à Chypre. Donc, voilà, on espère que déjà cette première fenêtre va bien se passer, qu'ils vont se lancer sur un 2-0, histoire d'aborder les 2 autres fenêtres sereinement dans les mois qui viennent. Merci, Jérémy. Merci à toi, Robin.